C'est un lieu devenu incontournable durant ces Jeux Olympiques de Rio. Situé au pied du Corcovado, le Club France accueille chaque jour de nombreux visiteurs. Il se veut surtout être un endroit symbolique où tous les athlètes tricolores se rassemblent, mais également d'anciennes gloires qui ont écrit leur nom dans l'histoire du sport français. C'est aussi l'occasion pour les Français expatriés au Brésil de retrouver un petit coin de leur pays d'origine. Restaurants, médias, salles de concert ont pris leur quartier dans ce club hippique très huppé de la région. Un écran géant a également été installé pour suivre les performances des Français. Ici, l'esprit olympique, l'esprit bleu est prédominant. Ce qui est important, c'est d'avoir un lieu de partage, parce que les Jeux, c'est d'abord des émotions, de la passion, du rire, des larmes aussi. C'est quelque chose qui est unique tous les 4 ans, qui permet aux gens d'être ensemble, de communier, d'être dans une expression de joie, de bonheur. Donc, il faut donner aussi les conditions pour que cela puisse se faire. Voilà, on a fait un Club France ouvert au grand public qui peut accueillir jusqu'à 8000 personnes. Et hier, on avait 6000 personnes pour la cérémonie d'ouverture. On a même refusé du monde pour des raisons de sécurité. Donc ça veut dire que les gens ici, autant la communauté française de Rio que les Cariocas qui sont absolument francophiles et qui ont envie de partager avec nous du bonheur. Ben moi je trouve ça normal, mais en même temps c'est pas si facile que ça à mettre en place, donc on l'a fait. Puis ça a l'air de marcher, alors tant mieux. Comme à Londres, en 2012, le QG tricolore connaît une nouvelle fois un large succès, d'autant plus que cette année est particulière pour l'Hexagone, avec la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. On a vraiment un projet fantastique, c'est vrai qu'on est très heureux, on part vraiment d'une base très solide, on a la conviction qu'on peut organiser des jeux incroyables parce que voilà, il y a un mélange de sites existants qui est juste incroyable avec des sites qui sont reconnus, aussi un mélange de sites iconiques comme la Tour Eiffel, comme les Invalides, comme le Grand Palais, les Champs-Élysées, vraiment le château de Versailles, enfin, il y a beaucoup de sites aussi qu'on va utiliser pour faire vraiment une belle célébration des jeux et en même temps on a la conviction que ce projet ne gagnera qu'à la condition de réussir à mobiliser, à engager, à partager ce projet en France et à l'international. Donc c'est l'objet de notre présence ici. Et les retours pour l'instant sont plutôt positifs parce que c'est vrai que c'est un projet qui est relativement responsable. Ce bel écrin servira assurément à faire découvrir et valoriser le projet français, la France qui est en concurrence avec Budapest, Rome et Los Angeles. La ville hôte des Jeux Olympiques de 2024 sera annoncée en septembre 2017 lors de la session du CIO à Lima. Il a cette particularité d'avoir participé à des Jeux d'hiver en tant que bobeur et des Jeux d'été en tant que sprinter. Ce monégasque aura connu des moments intenses aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 où il était porte-drapeau, puis en 2008 aux Jeux de Pékin. Lui, c'est Sébastien Gattuso. Il se remémore pour nous ses souvenirs olympiques. Cette sélection s'est travaillée déjà par rapport à 2 années auparavant, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire les championnats d'Europe en 2002, donc à Munich. Et puis en ayant travaillé correctement, on m'avait demandé des minima internes, c'est-à-dire faire un niveau national 2. Et donc ça s'est très bien passé cette année 2004 où c'est que j'ai été au championnat de France élite. Et donc après la sélection s'est passée naturellement au sein du comité olympique monégasque pour représenter Monaco aux Jeux olympiques. C'était pour moi, franchement, je dis la vérité, une surprise. Comme c'était mes premiers jeux, j'arrivais là, on me dit t'es porte-drapeau. Je dis moi, porte-drapeau? Oui, t'es porte-drapeau. Donc c'était, quand j'ai appris ça, je veux dire, j'étais surpris. Regardez, j'en ai encore les frissons sur moi. Pour moi, c'était exceptionnel. Rentrer avec ce drapeau, tout le monde qui vous regarde, vous avez les tribunes officielles où c'est que le prince s'est levé, Madame Lambin, tous les comités directeurs étaient là. Pour moi, c'était exceptionnel, on va dire. Je crois que c'était l'une des plus grosses émotions que j'ai eues au niveau sportif et sentimental surtout. C'est exceptionnel parce que déjà, vous avez quelque chose qui se passe à l'extérieur. Quand vous entendez les autres noms, ça applaudit, ça crie, ça chante.
Donc déjà, vous avez une émotion qui commence à monter tout doucement. Et puis quand c'est à votre tour qu'on annonce le nom de votre pays, là c'est la magie des Jeux Olympiques, quoi. Vous rentrez, il y a tout le monde qui applaudit, vous êtes mis devant tout le monde, c'est exceptionnel. Je souhaite à tous les athlètes un jour de faire les Jeux Olympiques et de faire ce défilé, c'est très important. Le premier jour que je suis arrivé donc, sur Athènes, je suis parti m'entraîner avec à l'époque mon entraîneur Frédéric Chocard. Nous sommes arrivés sur le terrain tranquillement, j'ai commencé à m'échauffer et puis j'ai vu un athlète de grande taille qui s'entraînait tout doucement, qui parlait avec tout le monde. Et fatalité, c'était Francis Obikwalou qui a fait une médaille de bronze avec le Portugal, quelqu'un de très humble, sympathique, exceptionnel, quoi, de côtoyer un médaillé de bronze, surtout sur 100 mètres quand même, qui est l'épreuve reine des Jeux Olympiques. C'est l'émotion de rentrer sur le stade et quand vous, effectivement, vous voyez, il y a les starting blocks, quand vous placez vos starting blocks et que vous savez que dans quelques secondes vous allez partir, là l'émotion monte et un peu de nervosité. Je peux vous dire que quand j'ai placé mon starting block, les jambes et les mains tremblaient un petit peu. Après j'ai repris mon émotion, je me suis concentré et j'ai couru. Et ce qui s'est bien passé, c'était surtout que j'ai fait 10,58, donc c'était à l'époque mon record. Donc j'ai égalé mon record aux Jeux Olympiques, donc pour moi qui était à mon humble niveau une très belle performance. Le respect, donc vous avez déjà le respect d'arriver sur le terrain, de vous mettre le dossard, le respect des règles, respecter l'arbitre, respecter tout le respect qu'il y a à avoir aux Jeux Olympiques. Donc après vous avez l'amitié, donc l'amitié qu'il peut y avoir avec les autres nations, avec vos collègues qui sont là, qui représentent d'autres sports. Et puis l'excellence, c'est-à-dire donner son maximum. Donc vous avez déjà les 3 valeurs de l'olympisme qui sont là, quoi. C'est ça les vraies valeurs de l'olympisme, c'est ces 3 valeurs, quoi. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'équipe du comité olympique en tant que coordinateur de sport de haut niveau. Donc pour moi, ça a été vraiment la chance de ma vie de pouvoir rester dans le milieu du sportif, c'est-à-dire toujours côtoyer les sportifs, toujours côtoyer le haut niveau, l'excellence, vous voyez, comme on dit, le respect, l'amitié. Pour moi, c'était vraiment très important de pouvoir essayer d'apporter une valeur au comité par mon expérience et surtout faire le lien entre les athlètes et le comité olympique. Aucune équipe n'avait réalisé un tel exploit depuis Denain en 1965. Promu en Pro A, Monaco a terminé la saison régulière à la première place l'an dernier, du jamais vu depuis 51 ans. Ajoutez à cela la victoire en Leaders Cup et vous obtenez une saison mémorable et historique pour la Roca Team. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic étaient de retour sur les parquets la semaine dernière pour préparer la saison prochaine, celle de la confirmation. La saison passée était exceptionnelle pour nous. Personne ne s'attendait à de tels résultats. Cette année, nous avons apporté encore plus de qualité à l'équipe. Nous jouerons la Pro A et aussi la FIBA Champions League. Ça nous fera des semaines à 2 matchs, ce sera totalement différent et plus difficile pour nous de rester à ce niveau, mais on a une motivation énorme. On veut rester en haut du classement en Pro A et jouer un bon basket en Champions League. 4 joueurs de l'effectif de la saison écoulée sont restés. Jamal Schuller, le meilleur marqueur de l'équipe en Pro A, l'amiral Amarassi, le serial shooter Sergei Gladir et l'explosif Yakuba Ouattara qui soigne toujours sa blessure au mollet. Pour pallier les nombreux départs, dont ceux d'Adrian Hutter à Lasvel, d'Aaron Sell à Gravelines ou de DJ Cooper à Pau Orthez, le club a pour l'instant recruté 6 éléments. Le pivot de Strasbourg, Bangali Fofana, 2,13 m qui apportera de la taille dans la raquette. L'intérieur américain Brandon Davis, passé par la NBA et les Sixers.
L'expérimenté Nick Caner-Medley, ailier fort complet, bon shooter, passé par Valence, Malaga ou le Maccabi Tel Aviv. Les meneurs de jeu Dibost, MVP de la dernière finale du championnat polonais, et Zach Wright, et Jordan Aboudou, poste 3 en provenance de Gravelines. Pour avoir de bons résultats, il faut des joueurs de qualité, bien sûr, mais l'une des clés, c'est trouver une bonne alchimie, une bonne entente entre les joueurs. On essaie de travailler ça à l'entraînement. Les 4 joueurs qui sont restés, on les connaît, ce sont de très bons joueurs, mais aussi des super mecs avec une bonne mentalité. Pour les recrues, on a essayé de se renseigner aussi sur cet aspect. On voulait des joueurs avec une bonne mentalité, une bonne attitude et une bonne personnalité. 2 jeunes joueurs viendront compléter l'effectif. L'équipe est actuellement en stage en Italie, à Bormio pendant 2 semaines, avant 2 matchs amicaux, le 26 août à Antibes et le 9 septembre à Monaco contre Charleroi, et 2 compétitions, le Trophée du Golf à Vannes et l'Apart City Cup à Nantes mi-septembre. Compétition nautique à présent du côté de l'Espagne. À l'issue des 12 manches disputées durant 4 jours de course, Pierre Casiraghi et son équipage de Malizia remportent à Palma de Mallorca la victoire dans la catégorie propriétaire armateur et décrochent au général la 4e place lors de l'acte 3 du GC32 Racing Tour face à un plateau très expérimenté de 10 concurrents. L'équipage français Noroto, notamment emmené par Adam Minoprio, remporte l'épreuve espagnole. La Copa del Rey, c'est vraiment mythique, donc c'était fantastique d'être ici et je pense que c'était vraiment très bien organisé, donc c'était un plaisir de naviguer ici. Et donc voilà, on est très contents, on a fait une super semaine, tout s'est bien passé, donc voilà, c'était fantastique. En constante progression, les Monégasques se hissent à la 6e place du classement général provisoire du circuit, à seulement un tout petit point derrière les Américains de Argo et les Suédois de Genvor Sailing. Prochain rendez-vous en Espagne, en Andalousie, plus au sud, sur la Costa del Sol, pour la GC32 Sotogrande Cup du 22 au 25 septembre. Des instruments de musique, du rythme, une formation musicale et une troupe de danseurs. Nous sommes en pleine répétition du show Conga, donné dans le cadre du Monte Carlo Sporting Summer Festival, le plus chaud des shows de danse latino jamais présenté à Monaco. Here we go, allez, 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 go, 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 allez, allez, allez. Conga is a big, spectacular Latin extravaganza featuring the music of Jennifer Lopez. Conga, c'est un immense spectacle autour de la musique de Jennifer Lopez, Ricky Martin et Marc Anthony. Le show a des origines espagnoles, mais le concept est international. Ce sont les plus gros tubes que tout le monde connaît. Ils reprennent des chansons de grands artistes, ils sont 15 sur scène, dont 3 fantastiques percussionnistes et 2 batteurs qui ont un talent incroyable. J'ai fait plusieurs spectacles à Monaco ces dernières années et celui-ci est de loin le plus excitant, avec beaucoup d'énergie. 6 heures avant de monter sur la scène de la salle des étoiles, le chorégraphe fait une ultime mise au point. Les chanteurs chauffent leur voix et prennent leurs repères sur la scène en répétant leur chorégraphie. Les musiciens, eux, accordent leur instrument. C'est le seul moment où tous se retrouvent pour régler les derniers détails dans les conditions du spectacle. Ce cocktail épicé de hits latinos et de danse exotique regroupe les 15 musiciens, les 8 chanteurs du Miami All Star Band et 8 danseurs et danseuses survoltés. L'ensemble des cuivres et des percussions est considéré comme le plus puissant de la planète. Ce n'est pas difficile de concilier danse et musique. Nous avons des chorégraphes spécialisés dans la danse salsa, la danse latine et dans tous les styles sud-américains. Et la musique va merveilleusement bien avec les danses dynamiques que l'on retrouve sur scène.
Tous sont des danseurs de salsa de renommée mondiale. Les chorégraphies que l'on a demandé d'apprendre ont été un travail difficile. Il y a eu beaucoup de sueur et de pleurs, mais à force de répétition, tout cela a fini par prendre forme et le résultat est fantastique. Parmi les chanteuses, MJ, la finaliste de The Voice au Mexique. Le spectacle a été pensé afin que l'harmonie soit autant visuelle que musicale. Conga a enflammé le Monte Carlo Sporting Summer Festival lundi soir. Il devrait en être de même ce mercredi et ce jeudi pour les 2 dernières représentations. Coupable ou non coupable, voici le dilemme de toute une soirée lundi dans le cadre du Théâtre du Fort-Antoine, une pièce interprétée par les comédiens du Petit Théâtre de Pin. Le titre, 9. L'histoire, 9 jurés d'une cour d'assises, 5 hommes et 4 femmes, doivent décider de l'avenir d'un jeune homme, un adolescent d'origine comorienne jugé pour avoir assassiné ses grands-parents d'adoption. Les spectateurs ont pu assister à un huis clos, drôle et oppressant à la fois. 9 est inspiré du film 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Le tribunal est en travaux, donc ils sont enfermés dans un gymnase. Voilà, et donc l'atmosphère c'est celle d'un huis clos. On est enfermé et puis on n'en sortira pas tant qu'on ne sera pas tous d'accord sur la culpabilité ou non de l'accusé. L'idée c'était essayer de s'emparer de cette histoire-là, d'en faire une histoire aujourd'hui. Évidemment, donc l'enfant qui est accusé est un enfant adopté qui est comorien au départ. Donc voilà, il y a une histoire de couleur, de peau, évidemment. Et voilà, et c'était chercher à comprendre comment, du point de vue individuel, on fait rejaillir sa propre histoire en fait quand on est face à ce genre de questionnement et de décisions à prendre. Voilà, il y a un choix à faire. Quel est notre bagage pour s'affirmer là-dedans, quoi. Monsieur Karim Bourdon est-il coupable d'avoir volontairement ôté la vie à Bernard Bourdon et Françoise Bourdon? Que ceux qui votent coupable lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coupables. Avec moi, cela fait 8. Madame? Madame, vous votez? Je vote non coupable. Le verdict semble joué d'avance, une simple formalité, la culpabilité semble évidente, et pourtant, au fil de cette longue nuit de délibération, le doute s'installe. Bon, vous me menacez? Ça s'arrête pas bon! Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes tous un peu fous, quoi. Pour qui vous vous prenez? Vous donnez des leçons, vous fouinez, vous jouez les bons samaritains qui essaieraient de repêcher un candidat dans un jeu télé, monsieur Gosse. Coupable, coupable, coupable. Depuis le début des délibérations, vous voulez que ce gosse aille en prison, hein? Peu importe ce qu'il a fait ou pas fait! Vous vous comportez comme un enfant! Mais quoi? Je vais la tuer! Je vais la tuer! Je vais la tuer! Je vais la tuer! Impossible de fuir ces 4 murs, impossible de se mettre d'accord, les esprits s'échauffent. Au final, le juré le plus âgé propose une solution qui convient à tout le monde. Le verdict est rendu, coupable, non coupable, nous ne le saurons pas, les spectateurs non plus. Chacun se fera sa propre opinion et c'est une autre histoire. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.